m'appelle Pamba, j'ai 41 ans, je suis mère de 2 enfants, un garçon et une fille. Et j'ai été violée quand j'étais petite. Mes parents étaient séparés. Donc mes frères et moi, nous avons vécu avec notre grand-mère. Il y avait des moments où je pouvais me retrouver seule. Et c'est à ces moments-là surtout, que j'ai été plusieurs fois abusée, que ce soit le jour comme la nuit. C'était des personnes de la famille, mais pas des personnes avec qui on vivait. C'était des personnes qui étaient là pour un temps. J'avais pas 3 ans. Je devais sûrement avoir entre 4 et 6 ans. Parce que j'ai un souvenir assez clair de ce qui s'est passé aussi. Et en même temps, quand j'y pense, je n'arrive pas forcément à mettre des mots ou même un scénario quelconque, quoi, particulier. Je me rappelle que la première fois, c'était la nuit, dans la chambre, quand tout le monde dormait. Et lui, il venait, il me mettait la main sur la bouche et il me chuchotait des fois de ne rien dire et que demain, il va m'acheter les bonbons. Et je le laissais faire, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait une odeur que je n'aimais pas. Et je sentais un poids sur moi. Et des fois, quand je prenais ma douche, j'avais mal. Je ne pouvais pas dire que j'avais mal, parce qu'il ne fallait pas que je dise ça à quelqu'un. D'autres fois, la journée, mon autre violeur, par exemple, me touchait là, c'était complètement différent parce que je sentais vraiment qu'il se passait quelque chose dans mon corps et que pareil, je ne pouvais rien dire. Des fois, c'était vraiment dans des endroits insolites où c'était comme si je crois qu'il me surveillait, possible, parce que je ne comprenais pas pourquoi à chaque moment je tombais sur lui comme si j'étais traquée, quoi. Je ne sais pas ce que je fais là. Je suis juste allongée et puis c'est fini. J'ai décidé de témoigner à visage ouvert parce que j'avais vu la vidéo d'Audrey. Parce qu'au début, je ne voulais pas, j'avais un peu peur puisque je ne savais pas comment ça s'était passé avec des agresseurs. Si oui, vous pouvez encore me reconnaître, peut-être me chercher après. Donc j'avais un peu peur. Mais dès que j'avais vu la vidéo d'Audrey, j'ai vu comment elle était à fond, qu'elle n'avait pas honte, elle n'avait pas peur. J'ai directement compris qu'au fait, c'est moi la victime et ce sont eux les monstres, quoi. Je ne vois pas pourquoi est-ce que j'aurais peur. Jeune fille, j'aimerais pas qu'elle puisse vivre la même chose que moi. J'aimerais vraiment qu'elle m'entende puisque c'est vraiment difficile pour moi de parler avec elle en face. Au moins, peut-être, en regardant ces films, elle se rendra peut-être compte. Et aider d'autres. Parce que je sais très bien qu'il y a d'autres filles qui ont vraiment peut-être subi même plus que moi, en fait, mais qui le cachent. Elles ont honte parce que c'est normal. Ici, en Afrique, je ne sais pas, peut-être partout, quand tu te disputes avec quelqu'un qui connaît ta vie, c'est ce monde-là. C'est la partie où
ça te fait mal que la personne décide souvent de te le dire au fait. Ça te crache ça au visage. Toi, tu t'es déjà fait violer n'importe comment. Peut-être que tu aimes même quand on te viole. Moi, on m'a déjà dit, mais toi là, tu es vraiment épave. Tu es vraiment foutu, toi. Quand le médecin m'annonce que ma tante, donc ma mère, ne mettra pas du temps, je me fonds en larmes. J'appelle mon petit ami, si je peux dire ça comme ça. Je l'appelle et à ma grande surprise, j'apprends que ce petit ami a déjà une famille, enfants et femmes. Donc 2 chocs en même temps. J'ai pas supporté, je suis rentrée chez moi. Il est venu pour s'excuser chez moi. J'ai refusé de répondre à son appel, j'ai refusé de l'ouvrir le portail, j'ai refusé de le recevoir chez moi. Il a insisté et là je suis sortie pour éviter qu'il continue à faire le désordre. Nous sommes partis loin, très loin de ma maison, de mon quartier. Et là, il gare sa voiture. Nous n'avions pas encore eu de rapport, je ne connaissais pas encore d'homme. Et là, il a commencé à me tripoter, passer sa main sous ma jupe. J'ai réussi à me faufiler derrière la voiture et lui aussi, pareil. Je veux sortir, je le supplie de me laisser. Il dit non, que depuis qu'il est avec moi, il n'a rien vu et que je le veuille ou non, ça va se faire aujourd'hui. Il a baissé son pantalon, il m'a cogné la tête contre la pare-brise. Et là, il a réussi, il a fait ce qu'il avait fait. Quand il a terminé, il m'a rejeté de sa voiture comme une prostituée. Même une prostituée, je crois qu'on la respecte. Et sous la pluie, je courais. Il y avait des flaques d'eau, des grandes flaques d'eau. Je courais, je tombais là. Et il me suivait derrière avec sa voiture derrière. J'ai couru sous la pluie, il me suivait toujours derrière. Jusqu'à ce que je suis arrivée à mon portail, il a filé, il est parti. J'avais 15 ans. Là, je ne connaissais pas les hommes à cette époque. Quand j'arrive, les gens que je vendais là-bas assises avec me demandent qu'est-ce qui se passe. J'ai dit ça ne va pas du tout parce que la dame que je suis avec, elle me rend une vie difficile. Ça fait certains moments que je ne vois pas mes familles. Je ne sais pas si c'est esclavage qu'on m'a amené de faire ou pas. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai vendu les choses hier et elle me dit que l'argent n'est pas correct ou que j'ai mis l'argent, je dois la ramener ça aujourd'hui. Et là, les heures fait que passer, je ne sais pas comment je vais faire pour pouvoir retrouver ces sous. Et le monsieur en question m'a dit, mais tu connais là où je suis. Viens me voir et là, on va résoudre le problème. Mais comme je vois que le monsieur est gentil avec moi, je me suis dit que peut-être il veut m'aider, il veut résoudre mon problème. Je lui ai fait confiance. En arrivant chez lui, je me suis mise assise devant sa porte. J'ai posé mon plateau que j'avais à la tête. Il me dit, mais lève-toi, viens à la chambre, tu vas m'expliquer. J'ai dit, mais comment je vais rentrer à la chambre pour t'expliquer de mon problème? Et là, du coup, il me tient par la main, il me tire de dehors jusque dans sa chambre. Dès qu'il m'a fait rentrer, je vois notre assis, j'ai dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Il me dit, tais-toi et tu ne dis plus rien. Assieds-toi sur le lit, je dis, je ne m'assois pas. Et c'est là où il m'a poussé. Et l'autre qui était déjà assis là-bas, il s'est levé, il a commencé à se déshabiller, il a fait sortir le couteau. Il m'a appuyé contre le lit, il m'a dit, si tu bouges,
et je vais te gorger. Après faire ce qu'ils voulaient me faire, ils m'ont poussé de dehors que part. Je soulevais mon plateau avec les larmes. Il y a un oncle à nous qui était arrivé, qui m'apprenait à pêcher, à chasser. Maintenant, il y a un autre qui disait, mais il y a ton oncle qui a dit que tu es comme un homme, que tu sais très bien faire des trucs comme m'embrousse et tout. Est-ce que tu peux m'accompagner? J'ai dit, ok, on y va. Maintenant, en arrivant en brousse, je vois le monsieur, il a directement commencé à changer de ton, quoi. Il n'était plus doux. Il avait une machette qui me disait, tu sais, si je prends ça et que je te donne ça, tu vois qu'il n'y aura personne. De toute façon, j'irai raconter autre chose. Il m'a dit, assieds-toi là. Je me suis assise et il m'a fait pareillement comme mon oncle. Commençait à me frotter ça. Et moi, avec la peur, puisque j'étais encore petite, je ne pouvais rien faire puisqu'il avait la machette de veuve là. Quand il a terminé, que le temps qu'il s'est levé pour mettre un truc, je me suis enfuie. En 2016, pendant les élections, je marchais et eux, ils étaient cachés sous les fleurs qui sont comme des palmiers là, courbés comme ça, torse nu, avec des culottes et on appelle ça comment? Des cagoules là. Ensuite, il y a un qui m'a dit, ne bouge pas, le plus court. Ils étaient 3. Il me dit, est-ce que tu as déjà vu des vraies balles, genre un vrai fusil? J'ai dit, ce genre de fusil-là, j'ai déjà seulement vu ça que dans la télé. Je n'ai jamais vu ça en réalité, au fait. C'est là où ils m'ont dit, si tu ne veux pas qu'on te bute, non, traverse. Ils m'ont fait prendre de la coke. Après avoir bien me drogué avec ça. Ils m'ont violé tous, autant qu'ils sont. Et il y a un qui avait pris mon slip, il est resté avec. Et ils m'ont fait marcher nu. De là, J'ai commencé à travailler dans une société. C'était bien jusqu'à ce que je tombe amoureuse à nouveau. Jusque-là, ça allait bien avec la personne. Jusqu'à ce que la personne rencontre une dame. Il me dit qu'il n'a pas de moyens, donc il faut qu'il se marie avec la dame. Et là, il m'emmène dans les bureaux de la société. C'était à l'étage, pas très loin des rails. Quand il m'emmène, c'est moi-même qui ai accepté de le suivre parce qu'il semblait sincère, me demandait pardon. Il voulait qu'on discute tous les deux, loin des autres. Il me ferme le bureau à clé. Il me pose sur la chaise, il me menotte. Il m'embrasse forcé. Je dis non, je ne veux pas. Et là, il me donne une gifle. Je dis, je veux pas, même tout ce que tu vas me faire, je vais pas revenir avec toi. Et là, il a sorti une matraque. Il a commencé à me frapper avec la matraque. Il m'a déshabillée. Il m'a enlevé les menottes. Je tombe. Il me tape ses chaussures. Enfin, il me tape le pied sous le bas-ventre. Et là aussi, il a continué à me violer aussi. Pourquoi tu veux me laisser? Je dis, mais tu veux épouser une autre femme. Pourquoi tu veux me tuer? Il m'a dit, c'est justement ça. Je dois te tuer parce que je veux pas que tu sois un autre. Je sors de là grâce à son ami.
qui est venu cogner à la porte parce qu'il entendait mes cris. Et quand je sors de là, je rentre sur Libreville. Je décide d'aller vivre chez ma grande sœur. Et là, c'est son mari qui veut aussi me violer. Et pour éviter le viol de son mari, je tire le ventilateur qui était branché. Je tape sur le mari de ma grande sœur. Donc, quand il crie, il alerte le voisinage et ma grande sœur qui viennent en courant. Qu'est-ce qui se passe? Et il dit non, je ne veux pas garder les prostituées chez moi. Je veux que ta petite sœur sorte de ma maison. Le monsieur se met à me tabasser encore. Et là quand même, j'avais perdu conscience. Là, j'avais perdu conscience. C'est un monsieur qui m'avait réanimée sur place. Depuis l'existence de notre ONG, j'ai pu rencontrer des hommes et des femmes, des Gabonais, des non-Gabonais. Et j'ai découvert que c'était un endroit où, en fait, qui reliait les gens entre eux. Quelque chose de fort entre nous qu'on ne peut pas expliquer. On se rend compte que beaucoup de gens ont subi des attouchements dans leur vie. Que ce soit un simple attouchement, un simple frottement, des gestes déplacés ou vraiment des viols, quoi. C'est soit dans le milieu familial, soit dans le milieu villageois. Dans le milieu urbain, c'est encore plus. Les gens qu'on reçoit ici sont souvent en rupture de ban. S'ils sont un peu en rupture de ban, c'est qu'ils ont subi quelque chose. Et du coup, quand ces gens arrivent chez nous, ben, c'est pathétique parce qu'on voit bien qu'ils ont un potentiel, mais on voit aussi qu'ils sont à côté de la plaque. Donc, Mivo Vayato a été créé à force de tous ces témoignages que j'ai entendus, que j'en ai plein la tête et plein le cœur, les uns plus épouvantables que les autres. Et ben, Dieu merci, il y a eu le mouvement MeToo en Europe, en Amérique. Il y a tout un mouvement où les femmes ont enfin le droit de parler. Et voilà, donc c'est sorti. Nous nous sentons utiles parce qu'aujourd'hui, le sujet qu'on aborde est un sujet qui nous parle forcément. Donc nous sommes déjà honorés de porter un sujet aussi déjà tabou. Pour aborder des questions taboues, il faut avoir le courage, hein, vraiment beaucoup. Et il y a cette force qui nous unit, qui nous permet aujourd'hui de mettre à jour certaines choses qui passent sous la vue des gens sans que personne n'en parle, quoi. Et ce que je peux dire sur Ebando, c'est que c'est aussi le début de la fin de beaucoup de souffrances. De beaucoup de souffrances parce que quand on veut aider les autres, des fois, on s'y prend mal. On s'y prend mal, il faut réfléchir. Parce qu'au lieu de les aider, on peut leur faire du tort. Et je pense que mettre à jour quelque chose qui fait du mal aux gens, c'est les aider concrètement. La première partie de la question, on va demander quelles sont les difficultés que vous aviez rencontrées, comment vous vous êtes reconstruit après l'agression. Le jour où il m'avait demandé de marcher nu, là du carrefour jusqu'à Vorombam, il y avait un gars, un jeune homme qui me connaissait, qui pensait que j'étais devenue folle. Et je lui avais dit non, au fait, je viens à peine de me faire agresser. Ils m'ont demandé de marcher comme ça sans me retourner. Et de là, il m'avait donné un haut et j'étais automatiquement allée au commissariat d'Akanda. En arrivant là-bas, je les avais expliqué et ils avaient eu peur en disant que bon, s'ils sont armés, c'est pas bien qu'on est à l'heure là et tout. Donc, sont eux qui étaient maintenant venus me déposer ici, là. Nous, le lendemain, nous sommes allés porter plainte au commissariat d'Akanda. Nous sommes allés porter plainte au Como contre X et puis à la garde présidentielle, mais sans suite.
sont venus, on a un peu essayé de tourner sans suite. Mais par contre, c'est la fondation de la première dame qui avait répondu. Et ce sont eux qui m'avaient pris en charge, quoi. Pour les autres, là, c'est sans suite. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. J'ai pas eu l'idée de porter plainte après les 2 viols. J'ai pas eu l'idée parce qu'au départ, j'avais peur d'aller à la police et ne pas avoir des preuves. Et surtout qu'on ne puisse pas me croire comme la dame qui l'a épousé, le deuxième le viol. C'était une dame quand même assez influente. Donc, j'ai pas eu l'idée de porter plainte. J'avais peur que ce soit moi que la faute retombe sur moi. C'est pourquoi j'ai pas eu l'idée de porter plainte. J'ai gardé tout ceci pour moi. Je n'en parlais à personne, même pas dans mon entourage, même pas ma famille. J'ai gardé tout ça jusqu'à ce jour où j'ai décidé de témoigner. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui vivent des situations comme ça et préfèrent se taire. Alors que notre vie en dépend. Si on passe le temps à garder et à ne rien dire, beaucoup meurent pour certaines. Beaucoup tuent par défense et c'est elles qui se retrouvent en prison. Donc c'est pourquoi je témoigne. Si moi ça m'est arrivé, c'est qu'il y a beaucoup qui subissent ça encore en ce moment. Donc il faudrait qu'on brise le silence. Si on ne peut pas porter plainte, qu'on en parle à une personne qui peut nous comprendre. Moi, j'avais fait l'erreur, je n'en parlais à personne. Et ça m'a détruit. À chaque fois, je revoyais certaines images. Quand l'on sait que l'on a été victime, l'on se doit de réclamer justice pour soi-même, mais aussi pour éviter que cela se reproduise dans la société. Aujourd'hui, il y a des lois particulières qui donnent les moyens aux victimes de trouver des solutions de réparation par rapport à tout type d'agression. Rappelons que la loi 006 parle bien de la sanction, mais parle aussi de la prise en charge psychologique. Si votre statut de victime n'est pas déclaré, vous ne pourrez pas être prise en charge. Il faut être réaliste. Il faut dénoncer. L'omerta, la loi du silence, ne vous protège pas. Au contraire, c'est l'impunité garantie pour l'auteur des faits et qui va reproduire ces mêmes faits. Peut-être sur vous-même ou sur votre entourage, à tout le moins sur d'autres personnes. Il faut accepter de porter plainte pour être aidé vous-même. J'ai fait 4 ans de dépression parce que je me suis rendu compte que je vais de problème en problème. Est-ce que c'est moi le problème? J'ai tourné la page. Je sais que c'est pas normal. Il faut que je porte plainte, mais c'est déjà le passé. Je ne crois pas. Je ne pourrais pas. Si j'ai pas pu faire ça, c'est pas maintenant que je le ferai. Le viol, c'est un crime. La prescription, c'est quand même de 20 ans. Vous avez 20 ans. 20 ans pour agir. Et la justice a ceci de formidable, c'est que ces 20 ans peuvent être computés de plusieurs manières. On commence, on s'arrête, et chaque fois qu'on recommence, on interrompt la computation, pour dire le calcul des délais. Donc, je prends un exemple. Le procureur de la République a saisi le juge d'instruction pour le viol sur X personnes par M. Tartampion. Le 24 novembre 2020, par exemple. Et puis, pendant 5 ans, on ne fait rien. Pendant 10 ans, on ne fait rien. Mais on n'a pas atteint les 20 ans requis pour la prescription. Donc, on recommence. C'est 5 ans après que l'auteur des faits va apparaître, ou bien qu'on va arrêter le suspect, ou bien qu'un témoin clé va apparaître. Si on reprend l'action,
l'enquête à ce moment-là, on recommence à compter les 20 ans. Donc, on a le temps suffisant pour agir. Mais la question principale est, est-ce que la victime est prête à aller jusqu'au bout? La victime, elle a intérêt à être disponible. La justice suivra, aménagera son temps pour l'attendre, pour qu'elle vienne aider. Parce que la victime, c'est vrai qu'elle veut obtenir réparation, mais elle aide aussi la justice. Donc, quand elle a une indisponibilité, le juge d'instruction, par exemple, va attendre et la recevra au moment où elle sera plus disponible. Peut-être que je ne leur ai pas en voulu parce que c'était passé et que j'avais gardé. De toutes les façons, elles sont mortes. Tout le monde va mourir un jour. Avec le temps, je n'ai ressenti aucune haine particulière ou rancœur ou amertume. Peut-être que c'est ma façon à moi de me protéger. Je ne sais même pas si je leur en veux. Peut-être que s'ils étaient en vie, oui. De toutes les façons, j'ai plus intérêt à avancer, à parler de ça justement, que de rester en arrière et me dire « Ah, ces gens-là, vraiment, non ». Ça ne va pas. Je ne vais pas le cacher. Parfois, je suis obligée de rire, de faire des trucs drôles. Ça m'aide à oublier. Mais quand je me retrouve seule, tout revient. J'espère juste trouver la paix, d'enlever cette colère, d'en vouloir aux autres alors que ce n'est pas de leur faute. Ici à Libreville, je suis seule. En dehors des bandes, je n'ai personne. Je suis complètement seule. Heureusement que Dieu m'a quand même béni quelque part, que quand j'arrive dans un endroit, tout le monde m'adore, les gens aiment bien être avec moi, ils veulent toujours rester avec moi. C'est ma fille qui me donne de la force. À chaque fois que je déprime, j'ai ma fille à côté de moi. Et parfois, quand elle me voit en larmes, elle vient essuyer mes larmes et me dit « Maman, ne pleure pas, ça ira ». Elle n'a que 4 ans. Grâce à elle, j'arrive à surmonter certaines épreuves. J'ai des rêves. J'ai fait un centre de métier. J'ai fait stylisme, modélisme, un truc que j'aime bien. J'aimerais bien trouver du travail et me relancer dans mon activité. Ouvrir un atelier, pourquoi pas. Moi, ce que je rêvais depuis petite, c'est d'avoir fait mes propres business. Là où je suis aujourd'hui, je suis en train de vouloir encore d'être plus meilleure dans mon apprentissage de tricotage, des sacs, des chapeaux que je suis en train de faire. Il y a encore beaucoup de choses que j'apprends encore à faire, comme le tapis ou les nappes. Je fais aussi le collier, les bijoux. Ça m'étonne moi-même quand je finis de faire un truc. Je ne m'attends pas. Je me dis, bon, ça là, je vais faire. Et à la fin, je réussis et moi-même, ça m'étonne. Ça m'étonne beaucoup parce que je n'ai pas appris ça avec quelqu'un d'autre. Et l'idée-là vient de moi. Et c'est ce qu'on a dit dans la vie. Si tu veux faire quelque chose, forcément, tu vas réussir. Tant que nous sommes là, sur Terre, il faut pardonner les uns les autres pour pouvoir avancer. Parce que si tu restes aussi à bloquer sur certaines choses, toi-même, tu te bloques. Donc, je me suis dit, je laisse tomber. Je me suis libérée de tout. J'ai pardonné. C'est Pemba qui m'avait dit un jour,
Un billet de 10 000 francs, tu peux le mettre dans la boue, le piétiner, mais tu peux le reprendre et le rincer. Il aura toujours la même valeur. Donc, j'ai espoir. Je sais que ça va aller. Da di da da ba ba da di ba da.